Cours 6, deuxième partie. Alors, nous allons voir dans cette partie du cours 6 les raisons qui expliquent l'augmentation des dépenses de santé, puisque nous avons vu précédemment que les dépenses de santé augmentent d'environ 1,5% par an. Première explication, l'augmentation de la population. Donc cette explication est très simple. Il y a en France plus de naissances que de décès, donc plus de personnes sur le territoire, donc logiquement plus de personnes à prendre en charge pour les soins. Deuxième cause, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, la population vieillit, l'espérance de vie est de plus en plus importante, autour de 80 ans, ce qui amène donc à avoir des populations qui ont des besoins plus importants en soins, liés à leur dépendance et liés aussi aux pathologies chroniques, qui se développent de plus en plus avec l'âge. Troisième explication, justement les maladies chroniques. On en trouve de plus en plus chez les personnes âgées, mais pas seulement, on en trouve aussi chez des publics plus jeunes. Ces maladies chroniques s'expliquent notamment par le mode de vie, et donc augmentent souvent avec l'âge. J'ai expliqué précédemment que les maladies chroniques, c'était tout ce qui était pathologie, qui durent dans le temps et qui sont récurrentes ou qui sont là tout le temps. Par exemple, l'asthme, les problèmes de vue, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques, etc. On observe également, autre explication, plus de comportements à risque à tous les âges. Et ces comportements à risque amènent à des accidents ou à des maladies qui se développent et donc font augmenter les dépenses de santé. Il y a également, ça c'est plutôt une explication positive, un meilleur accès aux soins pour tous avec tout ce qui existe, la PUMA, la complémentaire santé solidaire, la mutuelle employeur, je vais en parler juste après. C'est le principe qui fait qu'aujourd'hui, un employeur de plus de 20 salariés est obligé de mettre à disposition de ses employés une mutuelle et que cette mutuelle, il en prend en charge la moitié au niveau du paiement des cotisations. Donc, il existe aujourd'hui, il y a aussi l'AME, j'ai pas tout écrit, il y a le 100% santé, il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on a un meilleur accès aux soins, sauf que ces différents dispositifs coûtent cher et donc augmentent les dépenses de santé pour l'État. Il y a aussi, en point très positif, les innovations technologiques. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les traitements, sur les diagnostics, sur tout ce qui est appareillage, imagerie. Ce sont des innovations qui sont extrêmement importantes pour la santé et très positives, mais qui sont aussi très coûteuses. Et leur coût est pris en charge par l'assurance maladie notamment. Il y a également une augmentation de la demande de soins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population est très demandeuse de soins et elle veut également des soins rapides, efficaces, et à chaque fois qu'il y a le moindre inconfort, il y a un traitement souvent qui est demandé, et donc il y a parfois des traitements qui sont prescrits inutilement, et ça revient très très cher à l'assurance maladie. Dans le même genre d'idée, il y a la recherche du bien-être, donc on va encore plus loin que la demande de rapidité et d'efficacité. Aujourd'hui, on a du mal à supporter le moindre inconfort et donc on recherche à être absolument au mieux, au-delà même de l'absence de maladie. Avant, on recherchait, quand on était malade, on allait se faire soigner. Aujourd'hui, le moindre problème, le moindre inconfort, on cherche également à le faire prendre en charge. Et donc, ça revient très cher à l'assurance maladie. Par exemple, les problèmes de sommeil, quelqu'un qui va avoir du mal à s'endormir ou qui va avoir des réveils nocturnes, c'est pas vraiment une maladie, mais les personnes ne vont pas trouver ça confortable, vont se sentir fatiguées, gênées dans leur sommeil, et vont donc être amenés à demander des traitements, et tout ça, ça va avoir un coût pour l'assurance maladie. Il y a le développement insuffisant des médicaments génériques. Alors, je réexplique ce que c'est qu'un médicament générique pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Alors, un médicament générique, c'est un médicament qui est créé à partir de la molécule de base d'un médicament
qui est déjà commercialisé. Donc on prend le principe actif, la molécule principe actif du médicament, et on va le proposer sous une autre forme moins coûteuse. Je vous donne un exemple que vous connaissez forcément. Le Doliprane. Doliprane, c'est une marque. Le nom Doliprane, c'est une marque. Eh bien, le principe actif dans le Doliprane, c'est le paracétamol. Donc, quand vous achetez une boîte de Doliprane, vous payez le médicament lui-même avec son principe actif, mais vous payez aussi la marque. Le médicament générique, on peut le créer au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, le brevet qui a été déposé sur le principe actif, par exemple du Doliprane, il est utilisable au bout de 10 ans par tout le monde, par toute l'industrie pharmaceutique. Les 10 premières années, le brevet il est déposé et seuls ceux qui ont découvert la molécule peuvent l'utiliser. Au bout de 10 ans, tout le monde peut l'utiliser. Donc en fait, au bout de 10 ans, tous les laboratoires récupèrent la formule du principe actif et vont réaliser des médicaments, je trouve plus le mot, ils vont fabriquer des médicaments qui vont avoir exactement les mêmes effets, donc puisque le principe actif, le paracétamol, lui, ça ne change pas, mais par contre, ce ne sera pas le même emballage, les mêmes couleurs, la même présentation du cachet, la même couleur du cachet, la même texture, etc. Tout ça va être fait avec le moins de coûts possible. On va vraiment se baser uniquement sur le principe actif, ce qui fait qu'au niveau du prix de vente, le médicament générique sera beaucoup moins cher puisqu'il a été moins coûteux à produire. L'avantage de ces médicaments génériques, c'est que comme ils coûtent moins cher en pharmacie et que l'assurance maladie rembourse 70% du prix du produit, 70% de moins cher, ça fait forcément moins cher. Donc c'est très intéressant au niveau de l'assurance maladie qui aujourd'hui, quand il existe des médicaments de marque et des médicaments génériques, se base sur le prix du médicament générique pour le remboursement. Si vous avez envie de prendre la boîte de la marque Doliprane, vous pouvez, mais vous ne serez remboursé que 70% du prix du médicament générique. Donc c'est une avancée très importante, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance aux médicaments génériques et qui continuent à acheter les médicaments de marque, et du coup ça augmente le montant des dépenses de santé. Et enfin, dernière explication de l'augmentation des dépenses de santé, c'est qu'il y a de plus en plus d'actes qui sont réalisés en hospitalisation, alors que ce ne sont pas forcément des actes utiles et obligatoires. On le verra dans le cours numéro 7, je ne vais pas développer trop pour l'instant, avec le principe de la T2A, la tarification à l'activité, qui fait qu'en fait les médecins sont payés en fonction du nombre d'actes qu'ils réalisent. Et du coup, ça les incite à en réaliser plus, forcément, puisque plus ils en font, plus ils sont payés. Mais ça coûte aussi très cher à l'assurance maladie. Partie 3.3. Le financement des dépenses de santé. Alors, le principal financeur des dépenses de santé, c'est la sécurité sociale, et plus particulièrement l'assurance maladie, qui prend en charge environ 78% des dépenses. Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, je vous dis tout le temps 70% des consultations, 70% des médicaments, mais en fait sur certains postes, comme par exemple la grossesse, les affections de longue durée comme le cancer, le sida, ou les consultations pour les enfants, ou même l'hospitalisation, elle prend en charge plus que 70%. Elle prend parfois en charge jusqu'à 100%. Donc la participation de l'assurance maladie est variable selon les types de dépenses. Certains soins sont pris en charge à 100%, donc tout ce qui est lié à la grossesse, les examens, échographies, les prises en charge médicales quand c'est nécessaire, à l'hôpital, etc. Tout ce qui est lié au cancer, aux affections de longue durée comme le sida, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Sinon, il y a des prises en charge à 70%, donc ça c'est la grande majorité, avec les consultations médicales, les médicaments. Et puis parfois l'assurance maladie prend en charge moins que 70%, ça peut aller jusqu'à 35%, voire 20% sur certaines prothèses dentaires ou l'optique, et voire même moins que 20%.
Hein, donc la prise en charge est très variable, mais en moyenne, c'est du 78%. Et le choix qui a été fait, c'est que la sécurité sociale prenne en charge ce qu'on appelle les gros risques, c'est-à-dire les risques coûteux. Et ces gros risques coûteux sont l'hospitalisation et les transports médicaux. Quand ils sont sur prescription médicale, les transports médicaux sont remboursés. Hein. Il y a d'autres risques, d'autres dépenses qui sont moins bien couverts, mais qui sont souvent bien pris en charge par les complémentaires, sous-entendu les mutuelles. Ces remboursements se font donc par les mutuelles, mais en fonction de la couverture que l'on a choisie. Je l'avais expliqué en début d'année, plus on a un forfait qui couvre bien, plus il va coûter cher, mais mieux on sera remboursé. Les ménages qui ne peuvent pas assumer une complémentaire de type mutuel sont souvent plus défavorisés et cela freine leur accès aux soins parce que comme il n'y a pas de partie mutuelle qui va rembourser, ils auront à charge tout ce qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire environ 30%, et ça peut représenter un budget conséquent. Donc les personnes vont un petit peu limiter leur accès aux soins, voire même renoncer aux soins. Ce sera l'objet de notre séquence numéro 3 qu'on verra dans quelques temps. Ainsi, pour ces personnes-là, des petits risques qui pourraient être pris en charge très facilement ne le sont pas tout de suite, parce qu'ils hésitent, ils ne vont pas consulter ou ils ne prennent pas les traitements, et peuvent ensuite devenir des gros risques, parce que quand on n'a pas été consulté, la pathologie peut devenir de plus en plus grave. Depuis le 1er janvier 2016, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les entreprises doivent proposer une mutuelle santé d'entreprise à partir de 20 salariés, donc avec une prise en charge par l'employeur d'une partie de la cotisation de la mutuelle. Alors, à part la sécurité sociale assurance maladie, qui prend en charge 78% des dépenses, il y a donc d'autres financeurs qui prennent en charge les dépenses, ce sont donc les organismes complémentaires, essentiellement les mutuelles, mais il peut y avoir aussi pour certains risques les assurances ou les prévoyances, donc qui prennent en charge à un niveau de 13,5%, les ménages qui prennent en charge environ 7%, qui financent donc les dépenses qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie et ou les mutuelles, mais aussi, ça compte dans ces 7%, on compte les cotisations pour les organismes complémentaires. On ne compte pas tout ce qui n'est pas du tout remboursé par l'assurance maladie, par exemple, quand vous allez acheter votre dentifrice à la pharmacie, ça c'est pas compté. Et puis l'État qui va prendre en charge tout ce qui est dispositif d'aide pour les plus démunis à hauteur de 1,5%. Alors, un des points essentiels en économie de la santé, c'est qu'il faut maîtriser les coûts de la santé. Le but, c'est que notre système de santé il continue à exister pendant longtemps, parce qu'il est très important et c'est ce qui permet d'avoir un bon niveau de santé au niveau de la France. Donc, il faut maîtriser les coûts de façon à ce qu'on soit sur un système qui est pérenne dans le temps, qui est dur. La régulation des dépenses de santé consiste à assurer un équilibre entre l'offre et la demande, et avec un objectif hyper important de limiter les dépenses. Alors, les moyens pour maîtriser les dépenses de santé. Premier type de moyen, mieux organiser l'offre de soins sur le territoire. Si on propose une offre de soins diversifiée, accessible, on va éviter que les pathologies s'aggravent et donc on va limiter les frais. Donc premier point, développer la planification sanitaire, c'est-à-dire mieux organiser les soins sur le territoire et puis mieux organiser les soins dans leur fonctionnement. Et ensuite, développer ce qu'on appelle les coopérations sanitaires, on le verra dans le cours 7, je ne vais pas développer maintenant, mais en gros, c'est les principes de mettre en commun différents moyens humains, matériels, financiers, pour aboutir à des lieux qui vont proposer des soins de meilleure qualité et plus accessibles pour la population. Deuxième type d'action qu'on peut mettre en place pour pour mieux gérer les dépenses, c'est réduire les dépenses. En fait, quand on a un budget et qu'on veut avoir de l'argent à la fin du mois, il n'y a pas 50 solutions. On peut soit dépenser moins,
réduire les dépenses, soit gagner plus, augmenter les recettes. Moi, c'est ça que je veux vraiment que vous compreniez et que ce soit assez fluide pour vous. Il faudra être capable de retenir, je dirais, au moins 5 de ces points-là. Et puis, au niveau des recettes, il n'y en a pas 50, j'aimerais bien que vous reteniez tout. Hein, c'est vraiment important. Alors, pour réduire les dépenses, il y a donc la mise en place d'un financement des structures de soins plus équitable et plus transparent. On le verra, enfin on l'a vu dans le cours sur le système de santé, et puis on le verra surtout dans le cours 7 en fait, avec la T2A. J'en reparle pas, hein, c'est le principe de payer en fonction des actes qui sont réalisés, je redévelopperai dans le cours 7. Deuxième point, l'obligation pour tout le monde de respecter le parcours coordonné de soins. Vous savez, c'est ce parcours qui consiste à aller voir d'abord son généraliste, que l'on a déclaré comme médecin référent, et qui, lui, ensuite, vous orientera vers un spécialiste. Ça évite d'aller faire des examens en double et d'aller voir un nombre impressionnant de spécialistes inutilement, juste parce qu'on a envie d'avoir plusieurs avis. Hein. C'est le médecin généraliste qui va coordonner tout ça. Ensuite, pour réduire les dépenses de santé, on va encadrer le prix des médicaments. Donc, c'est grâce aux médicaments génériques notamment, mais c'est valable pour tous les médicaments en fait. L'assurance maladie impose un prix de vente aux pharmacies sur tout ce qui est médicaments remboursés, de façon à ce que les pharmacies n'exagèrent pas et que ensuite l'assurance maladie ne soit pas obligée de rembourser 70% du prix d'un médicament qui aura été vendu trop cher par une pharmacie. Je donne un exemple pour être bien clair. Si la pharmacie décide de vendre un médicament, une boîte de médicaments à 10 € et que l'assurance maladie ne fixe aucun tarif réglementaire, eh bien, elle sera obligée au final de rembourser 70% de cette boîte de médicaments, c'est-à-dire 7 €. Et la pharmacie aura, elle, gagné ses 10 €. Donc, ça va revenir très cher à l'assurance maladie. Par contre, si l'assurance maladie impose aux pharmacies de vendre leur boîte de médicaments à 3 € et peu importe la pharmacie dans laquelle vous irez, ça coûte 3 €, et bien 70% de 3 €, j'ai pas fait le calcul, mais on doit être autour des 2 € à peu près, 2 € et quelques, et bien à ce moment-là, l'assurance maladie ne remboursera que 2 € et ce sera beaucoup moins coûteux pour elle. Et la pharmacie, elle sera dans l'obligation de respecter le tarif fixé par l'assurance maladie pour chaque boîte de médicaments. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, s'il y a des points sur lesquels je ne suis pas claire dans les cours, n'hésitez pas à me redemander en visio ou même à me poser des questions sur Éclat ou WhatsApp. Autre moyen de réduire les dépenses, dérembourser certains médicaments. Il y a de plus en plus de médicaments qui sont jugés comme peu efficaces ou pas obligatoires pour avoir un bon état de santé. Et du coup, l'assurance maladie décide tout simplement de ne plus du tout rembourser ces médicaments. Hein, ça a été le cas il y a 3-4 ans, ce qu'on appelle les vénotoniques. C'est les médicaments qui servent à avoir une meilleure circulation, notamment quand il fait chaud. Hein. Il y en a qui ont peut-être entendu parler de ça. Mais il y a de plus en plus de médicaments qui sont déremboursés. Donc, développer les médicaments génériques, puisqu'on a vu tout à l'heure que les médicaments génériques, ils étaient vendus moins cher, donc ça revient moins cher à l'assurance maladie. Développer les soins en ambulatoire. Alors, les soins ambulatoires, ce sont des soins hospitaliers, mais qui se font à la journée. C'est-à-dire qu'on ne passe pas la nuit à l'hôpital, ce qui du coup revient beaucoup moins cher, puisque au lieu de compter plusieurs jours d'hospitalisation, on n'en compte qu'un seul, et le reste des soins se fait à la maison, en hospitalisation à domicile, c'est-à-dire avec une prise en charge plus ou moins importante des soins par une équipe de professionnels. Ça peut être des infirmiers, des kinés, mais aussi des médecins de l'hôpital qui viennent à la maison. Vous aurez une activité sur la HAD un petit peu plus tard. Autre moyen de réduire les dépenses, encourager les médecins à limiter leurs prescriptions, à faire attention, par exemple,
est-ce qu'ils ont déjà prescrit une prise de sang il y a moins de 6 mois? Bon, est-ce que c'est vraiment utile d'en prescrire une autre? Il faut qu'ils soient très attentifs aux prescriptions d'examens type scanner, IRM, ça coûte très très cher, radio. Et puis, ils doivent aussi être très vigilants aux arrêts de travail, puisqu'il y a des personnes qui viennent en prétextant qu'ils ont besoin d'un arrêt de travail. C'est du ressort du médecin d'être attentif et du coup de ne pas prescrire trop de choses qui ne sont pas utiles. Mieux encadrer les dépenses de santé, ça c'est au niveau national, avec la fixation d'un objectif national de dépenses, l'ONDAM, que vous avez vu dans l'activité 6, et puis avec le vote chaque année de la loi de financement de sécurité sociale qui prévoit donc les dépenses à venir pour l'année suivante. Et plus on prévoit, plus on a de chance de respecter le budget. Lutter contre les abus médicaux, les fraudes, grâce à des services de la sécurité sociale qui vont vérifier, par exemple, les arrêts de travail s'ils ne sont pas abusifs, qui vont vérifier s'il n'y a pas de prescription de médicaments inutiles avec la recherche derrière de tout ce qui est trafic, etc. Et enfin, développer la prévention, c'est une façon de réduire les dépenses. Alors pas à court terme, mais sur un plus long terme, ça permet d'éviter que certaines maladies fassent leur apparition ou s'aggravent. Donc la prévention, c'est un investissement immédiat pour des effets sur du moyen et du long terme. Enfin, pour mieux gérer tout ce qui est dépenses de santé, on peut chercher à améliorer les recettes. Les recettes, donc c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Premier moyen, faire participer davantage les usagers et les responsabiliser pour qu'ils prennent conscience que tout n'est pas gratuit et qu'il faut faire attention à ses dépenses. Donc on leur demande de participer aux différents frais de santé. Par exemple, on leur retient, je l'avais expliqué en début d'année, 1 € sur les consultations qui ne sera jamais remboursé. Le forfait hospitalier journalier, on retient 20 €, qui est par contre lui pris en charge souvent par les mutuelles. Mais pour les gens qui n'en ont pas, ça revient très cher. Mais ça fait de l'argent qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale. On demande également aux usagers de participer grâce aux franchises médicales. Les franchises médicales, c'est un montant que l'on laisse à la charge de l'usager qui correspond à 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes par acte médical, par exemple une infirmière qui vient à domicile, et 2 € par transport sanitaire. Ce sont des montants qui sont payés par l'assuré, mais qui ne seront pas remboursés par l'assurance maladie. Et la loi de financement de sécurité sociale prévoit la mise en œuvre à partir du 1er septembre 2021 d'un montant à payer à chaque fois que quelqu'un se présentera aux urgences sans être hospitalisé derrière. Donc c'est considéré comme finalement des choses pas urgentes. Et du coup, on demandera à chaque personne de payer le passage aux urgences pour un montant de 18 €. Ce montant, si jamais il y a une hospitalisation, une fois que vous avez été consulté aux urgences, il ne sera pas prélevé. Mais par contre, si vous repartez chez vous, ce qui est le cas de 90% des gens qui viennent aux urgences, vous aurez ces 18 € à payer. Le but, c'est de responsabiliser les gens et puis d'éviter qu'ils aillent aux urgences tout le temps et parfois pour rien. Ce montant remplacera le ticket modérateur qui est d'habitude payé par l'usager et la mutuelle et qui, en fait, nous, on n'a pas l'impression de payer, mais l'assurance maladie et la mutuelle vont payer, en fait, à l'hôpital environ 18 €. Sauf que là, on le paiera directement de notre poche. Donc, ça va faire réfléchir certaines personnes. Et si on a une mutuelle, a priori, mais on attend encore le détail de ce nouveau dispositif, a priori, la mutuelle payerait ces 18 €, mais après coup, c'est-à-dire qu'on devra sortir l'argent et ensuite se faire rembourser. Et puis, pour augmenter les recettes, il y a enfin toujours la solution d'aller prélever plus d'argent au niveau des ménages, donc en augmentant les impôts, en augmentant les taxes ou en créant de nouvelles taxes. L'objectif de faire attention au budget de la santé, c'est de trouver
des recettes pour couvrir toutes les dépenses et éviter qu'on soit en déficit. C'est pour permettre aussi à chacun d'accéder au système de santé, de pouvoir se faire soigner de façon équitable, peu importe son revenu. Et puis, au final, sur du très long terme, ça permet d'être sûr que le système de santé, il va pouvoir durer dans le temps et ne pas s'écrouler sous le poids d'un déficit trop important. J'espère que ce cours, il est compris. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions.